Bonjour YouTube et bienvenue dans cette VOD sur les questions d'actualité au Sénat. Nous sommes le 14 janvier 2026. Il est 15 h, Gérard Larcher s'installe au plateau avec une partie du gouvernement pour répondre aux questions au gouvernement. Voilà. Sébastien Lecornu ne sera pas des nôtres au Sénat puisqu'il est retenu à l'Assemblée nationale par une motion de censure le visant personnellement. Donc au moins on n'aura pas de dépassement de temps de parole aujourd'hui. Côté gouvernement. Côté Gérard Larcher, tout est possible. Et donc nous venons d'apprendre là, juste avant l'ouverture de la session, de la séance, là, que Jean-Marc Morandini est définitivement condamné pour corruption de mineurs par la Cour de cassation de Paris. C'est une bonne nouvelle, la séance peut être ouverte. Vas-y Gérard. La séance est ouverte. Il paraît. Mesdames et messieurs les ministres, mes chers collègues, notre ordre du jour appelle les questions d'actualité au gouvernement. J'excuse l'absence de monsieur le Premier ministre, qui est retenu à l'Assemblée nationale pour la discussion et le vote de 2 motions de censure. Je vous rappelle que la séance est retransmise en direct. J'ai cru qu'il allait lui dire bon courage. Sur notre site internet. Et sur la chaîne Twitch de Sasslil, abonnez-vous. J'appelle chacun de vous, mes chers collègues, à observer au cours de nos échanges le respect, qu'il s'agisse du respect des uns et des autres, ou celui du tas de parole, et ça s'applique aussi au gouvernement. Oui, ça s'applique aussi à toi, Gérard. Collègue Rachid Temal, pour le groupe socialiste, écologiste et républicain. Et bien, comme à l'Assemblée nationale, c'est les socialistes qui ouvrent le bal aujourd'hui. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, un peuple issu d'une grande civilisation se bat actuellement à main nue face au Kalachnikov d'un régime sanguinaire. Un régime qui tue, qui viole, qui emprisonne massivement. Un régime sans foi ni loi. Un régime en difficulté, un régime qui fait le choix de couper toute communication avec le monde pour tenter de briser l'élan populaire. Je veux parler du peuple iranien. Il descend dans la rue, au péril de sa vie, contre la corruption économique, sociale et morale des nantis du régime. Un peuple qui manifeste pour la démocratie, pour sa liberté, capté, bloqué depuis la révolution iranienne de 1979. Le monde, la France et nous autres parlementaires, nous sommes face à des crimes d'État. Nous ne sommes pas dans une situation de non-assistance à peuple en danger. Il nous faut agir vite et maintenant. Monsieur le ministre, vous avez condamné les exactions du régime sanguinaire, c'est une bonne chose. Vous avez convoqué l'ambassadeur de la République islamique d'Iran, c'est mieux encore. Mais je crois qu'il faut aller encore plus loin et beaucoup plus loin et plus vite. Nous avons avec mon groupe 3 propositions à vous faire ce matin. Ah oui, ça commence. D'abord, agir pour faire adopter un nouveau train de sanctions européennes et inscrire sur la liste des organisations terroristes les gardes de la Révolution et les passes-d'Aran. Quand est-ce qu'on prend des sanctions contre les États-Unis et leur impérialisme? Et enfin, demander une réunion rapide, immédiate du Conseil de sécurité des Nations Unies et mettre en place les nouvelles étapes de ce qu'on appelle la responsabilité pour protéger les peuples, R2P. Oula. Monsieur le ministre, voici nos propositions. Comptez-vous les reprendre pour faire en sorte que la France parle et agisse pour le peuple iranien? Je vous remercie. Pour vous répondre, la parole est au ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, monsieur Jean-Noël Barrot. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur Tiens, je vais vous faire un sénateur. sondage sur Twitch. Vous l'avez dit, des villes et des villages d'Iran, de toutes les provinces, le peuple iranien, une nouvelle fois, s'est levé pour réclamer la justice et pour réclamer la dignité. Des commerçants, des jeunes femmes, des jeunes hommes, des civils, et partout, un seul et même cri de ralliement, le cri de la liberté. Et face à cette révolte pacifique, une répression, là encore vous l'avez dit, intolérable, insupportable et inhumaine. Des manifestants abattus à bout portant par des armes d'assaut. Internet coupé pour dissimuler l'ampleur de l'horreur. Des cadavres qui s'entassent par centaines, par milliers, Voilà, j'ai lancé un plus, sondage, vous avez 5 dans minutes des pour voter. hôpitaux qui semblent saturés. Des morts que nous pleurons nous aussi avec les familles iraniennes endeuillées et des appels de détresse qui continuent aujourd'hui encore, auxquels nous ne pouvons être insensibles. Et c'est la raison pour laquelle la France a condamné avec force, par la voix du président de la République, les violences d'État qui se sont abattues sur des manifestants pacifiques. Ce message, je l'ai signifié au ministre des Affaires étrangères et il a été signifié à nouveau hier à l'ambassadeur d'Iran en France qui était convoqué au Quai d'Orsay. Mais comme vous nous y invitez, nous n'entendons pas nous arrêter là.
La présidente de la Commission européenne a ouvert un chantier de désignation de ceux qui sont les responsables de cette répression et qui pourront être ciblés par des sanctions européennes, comme les auteurs des répressions en 2022 du mouvement Femmes, Vie, Liberté l'avaient été à l'époque. Et il nous faut, j'en dirai peut-être quelques mots un peu plus tard dans les questions, trouver aussi d'autres moyens de venir en soutien de la société civile iranienne si durement éprouvée. Parce que par cette révolte pacifique, le peuple iranien nous donne une nouvelle fois une grande leçon de courage. Le courage inouï de ceux qui sont prêts à prendre tous les risques, y compris le risque le plus grand, pour défendre leur liberté et leurs droits les plus fondamentaux. Et c'est pourquoi, dans ce moment décisif de leur histoire, la France, le pays des droits de l'homme, le pays des Lumières, se tient tout entier et se tiendra à leur côté. Merci, Monsieur Temal. 20 secondes de dépassement déjà. Oh là là là. Merci, monsieur le ministre. Ah, faites Mais péter les émotes de pour répondre Gérard tout à l'heure Larcher, à d'autres parce que là, questions. ça a plu. Hein. Allez-vous ou non inscrire l'organisation des gardiens de la Révolution sur la liste des organisations terroristes? C'est une vraie question, une vraie attente, je crois. Il faut le dire. C'est ce qui fera en sorte que le régime s'effondrera. Il faut taper leur appareil de sécurité. Et puis, vous n'avez pas répondu également. Le processus onusien de protection des peuples, il faut l'activer enfin. C'est un peuple qui est en train de se faire massacrer. Il le faut pour les millions d'Iraniens dans le pays et à l'extérieur, et il le faut pour l'image de la France et de l'Europe. Je vous remercie. Merci. Ah là là là. En fait, Gérard, il lag. Il a 20 secondes de lag. C'est pour ça qu'il peut pas La faire des parole games est en au multi. président Pierre Parce Ouzoulias que... pour le groupe communiste républicain citoyen écologiste Kanaki. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. En novembre Parce que dernier, voilà, il a 20 le président secondes de lag, Macron c'est a annoncé terrible. l'entrée au Panthéon de Marc Bloch, le 16 juin 2026, jour anniversaire de son exécution par les nazis. Le président Trump, pour organiser un combat de boxe sous un chapiteau dressé dans les jardins de la Maison-Blanche, le jour de son propre anniversaire, a imposé le report du sommet du G7 à Évian du 15 au 17 juin. C'est quoi le rapport avec Marc Le cirque de Bloch? Trump impose donc l'ajournement de la cérémonie en l'honneur de Marc Bloch, l'historien, l'auteur de L'étrange défaite, le résistant, le héros mort pour la France. C'est une référence. Hein. Pour moi qui Entre suis Trump, historien, qui c'est une met toute référence, la Marc puissance Bloch. militaire américaine au service de son mercantilisme et de ses intérêts financiers, au mépris du droit international, et Marc Bloch, qui a donné sa vie pour l'amour de la patrie, la souveraineté nationale et le dialogue entre les peuples, nous aurions choisi Marc Bloch et son sacrifice. Honorer Marc Bloch, le jour anniversaire de son exécution le 16 juin, aurait une façon de rappeler l'actualité de la leçon donnée par un homme qui avait vécu la débâcle de 1940 j'aurais pas mieux dit hydroliste. et qui en tirait des Hydroliste, enseignements d'une cruelle actualité. N'oubliez sur pas de la vanter hein, faillite pour le des sondage, élites. leurs cœurs et leurs Je le causes. cite. Nos chefs n'auraient-ils pas, avec autant de coupables complaisance, succombé à ce découragement s'ils avaient été seulement mal assurés de leur propre talent? Au fond de leur cœur, ils étaient prêts, d'avance, à désespérer du pays qu'ils avaient à défendre et du peuple qui leur fournissait les soldats. Entre Trump et Marc Bloch, nous aurions choisi Marc Bloch. Et vous, Madame la Ministre? Pour vous répondre, la parole est à Madame la ministre des Armées et des Anciens Combattants, Madame Catherine Vautrin. Allez, Merci, Monsieur le vas-y Président, Catherine. Mesdames et Messieurs les Explique-nous sénateurs, pourquoi Monsieur Marc le Bloch est sénateur inférieur à Pierre Donald Trump. Ouzoulias. Monsieur le sénateur, ce n'est pas à vous, petit-fils du colonel André ou du plus connu Albert Ouzoulias, ou petit-fils également de Cécile Romagon, cette jeune auboise agent de liaison, franc-tireur et partisan français, que je vais évidemment expliquer qui était Marc Bloch. Nous savons tous et chacun d'entre nous partageons bien évidemment la nécessité de rendre hommage à Marc Bloch. C'est le sens de l'annonce du président Rendre de la hommage, mais République pas trop. lors de la commémoration de la libération de Strasbourg le 24 novembre. Bah, c'est ça, voilà. Grand soldat, grand historien, grand résistant, Marc Bloch est finalement tout cela. Mais surtout, si nous devions retenir une seule phrase, Marc Bloch, c'est un grand Français qui est un exemple pour chacun d'entre nous. Et comme vous venez de le dire, Pas assez pour le gouvernement, du coup. Un exemple d'une brûlante actualité parce que rappelons qu'il fut fantassin de la Première Guerre mondiale qui finit officier, 4 fois cité, chevalier de la Légion d'honneur à titre militaire, évidemment
l'illustre médiéviste qui participe au renouveau de l'université de Strasbourg dans une Alsace libérée, fondateur de l'école des Annales avec Lucien Lefebvre. C'est aussi le réserviste de l'entre-deux-guerres. Et j'insiste sur ce point, mesdames et messieurs les sénateurs, à 54 ans, il rejoint un état-major. Elle meuble, parce que ça fait 1 minute 40 en moins à expliquer pourquoi ils vont décaler. Leçon de l'étrange défaite et le résistant qui tombe le 7 juin 44. Regardez cette Ma leçon. réponse est simple. Oui, bien sûr, Marc Bloch sera panthéonisé et bien évidemment, ce sera cette année. Donc voilà. Monsieur Julias. Oh là là là, c'est terrible. Monsieur le Président, mes chers collègues, terrible, il n'est de défaite que celle que nous acceptons. Merci. Parfait. Cité du bloc pour répondre à ça. Parfait. La parole est à notre collègue Yves Bleunven pour le groupe de l'Union centriste. Merci, Monsieur Les le sénateurs de Président. François Bayrou. Ma question s'adressait à Madame la ministre de l'Agriculture. La situation Elle est de la encore filière partie œuf où, est Annie, là devenue le symbole parfait de ce que vit aujourd'hui notre agriculture. Une situation Ça kafkaïenne. fait 3 semaines qu'elle est barrée, Annie. Pendant que nos éleveurs croulent sous les normes, les contraintes et les injonctions idéologiques, ils ne peuvent plus répondre à la demande croissante des consommateurs. Résultat, des rayons œufs régulièrement vides et une souveraineté alimentaire qui se dégrade. Il faut agir et agir vite. Comme d'habitude, on va chercher des coupables, la mondialisation, le Mercosur, l'Union européenne. Mais sur cet exemple précis, ayons le courage de le dire. Le problème, ce ne sont pas les autres. Le problème, c'est nous. Le problème, c'est la France. De grâce, soyons enfin lucides. Lucides face à une surtransposition systématique qui transforme chaque projet agricole en un parcours du combattant. Lucides face à l'empilement des procédures, des délais et surtout des recours contentieux, souvent instrumentalisés par des associations décroissantes auxquelles nous avons depuis trop longtemps laissé un droit de veto permanent sur l'avenir de notre agriculture. Résultat, des projets d'élevage bloqués, des investissements abandonnés. Et excusez-nous de vouloir faire attention à ce qu'on met dans notre assiette. À des importations, à des produits qui on a une agriculture de qualité, on voudrait maintenir une de agriculture de qualité ce n'est pas du projet, et pas céder aux sirènes de l'abaissement normatif. Et pourtant, la filière œuf française a toutes les cartes en main pour sa réussite. Une protéine accessible et nutritive. Ouais, c'est ça, c'est encore la faute des wokistes. Avec une transition Toujours. sur le mode d'élevage presque terminée et qui en fait un exemple d'un pays vertueux. Je sais que Madame la ministre est consciente. Il a cité quel pays là? Assez de constats. Une des solutions, nous l'avons. Elle a même été votée cet été avec la loi Duplon-Ménonville, mais elle reste encore inappliquée. Quand allez-vous publier les décrets d'application? Il est temps que la France cesse encore des d'être problèmes le de problème et redevienne la solution. Je vous en remercie. Pour vous répondre, la parole est à la ministre j'ai pas vu. porte-parole du gouvernement, Madame Bréjon. Il y avait les agriculteurs à Paris hier. Merci, Monsieur le Président du Sénat, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Monsieur le sénateur, parce que j'ai entendu ce matin qu'effectivement Sébastien Lecornu annonçait un projet de loi d'urgence pour répondre à la colère agricole. Oui, tout ça pour une histoire de décret. C'est la faute des wokistes si les décrets sont pas pris. Permettez-moi d'abord de rappeler que la France est championne d'Europe. Père a eu un énorme fou rire. Bah tu m'étonnes. Nous ne devons pas tenir cette position évidemment pour acquis. Et ils en ont fait quoi du coup des patates après? La ministre Ils en ont fait l'a des rappelé à frites. plusieurs reprises. De nous engager à améliorer ces résultats. Ah, il y était hier. Trop bien. Salue le plan de la filière présenté par le CNPO qui prévoit la construction de 300 nouvelles installations par an d'ici à 2030. Et pour accompagner au mieux la filière, le gouvernement est déterminé à poursuivre la simplification des démarches pour nos agriculteurs. C'est notamment ce qui était c'est bien les crises agricoles, ça fait faire du tourisme. Ménonville, et ça me permet de répondre à votre Rire question jaune, sur hein. la publication des décrets. C'est du second degré. Il y a dans l'article 3 quand sur même. les ECPE 2 décrets qui restent aujourd'hui à prendre. Le premier sur les consultations du public et le deuxième sur le relèvement des seuils ICPE pour l'élevage. Ces 2 décrets ont bien été transmis au Conseil d'État. Une réunion devait même se tenir cette semaine et conformément à notre engagement, ces 2 décrets devraient pouvoir être publiés avant la fin Bah tu du m'étonnes, mois des de patates janvier. gratuites et on va Sur pas la se gêner. police spéciale Surtout quand ICPE, on voit le prix des patates à l'autorisation Paris. légiférer par ordonnance est bien intégrée dans le projet de loi DADU qui devrait prochainement être inscrit ici même au Sénat.
Cette police spéciale élevage est majeure car elle permet de créer un régime spécifique et plus simple pour ces installations. Enfin, vous le savez, le Premier ministre et la ministre de l'Agriculture, Annie Genevard, ont annoncé une loi d'urgence agricole qui permettra précisément d'opérer d'autres simplifications en termes de moyens de production. Les consultations avec les groupes politiques doivent démarrer dans les jours à venir. Je vous remercie. Merci. La parole est à notre collègue Mathilde Olivier pour le groupe Écologiste Solidarité et Territoires. Les écologistes maintenant. Et là, on arrive dans le quart d'heure Jean-Noël Barrot, puisqu'il va répondre à toutes les prochaines Monsieur questions. le ministre, 17 jours que les Iraniennes et les Iraniens manifestent chaque soir. 17 jours qu'ils défient le régime des mollahs. Au compte-gouttes, malgré le blackout imposé, les images nous arrivent des morgues dans lesquelles les corps s'alignent. Des proches auxquels on demande de payer les balles qui ont servi à tuer leurs enfants. Des gardiens de la Révolution qui entrent dans des hôpitaux pour enlever les manifestants blessés. La seule arme qu'il reste à Khamenei et à ses sbires pour se maintenir en place, c'est d'assassiner leur propre population. Massoud Zadparvar, sportif reconnu, a été assassiné le 7 janvier. Oh là là. Nous ne l'oublions pas. Nous ne les oublions pas. Robina, Ebrahim, Shayan, Reza, Marsa, ces milliers de femmes, d'hommes, d'enfants, les mots de Massoud résonnent toujours. Les vrais héros mènent leurs actions dans la solitude, parce qu'ils le font pour eux-mêmes. Ils ne cherchent pas l'admiration ou l'approbation. Alors oui, la résistance continue. Les locaux des gardiens de la Révolution sont incendiés, les organes de propagande du pouvoir attaqués, les soutiens du régime ciblés et les défections toujours plus grandes dans leurs rangs. Le peuple iranien tient, il défie la mort, la torture, l'emprisonnement pour une chose, sa liberté. Nous leur exprimons évidemment tout notre soutien. Le régime sanguinaire de la République islamique est plus affaibli que jamais. Nous avons le pouvoir d'agir. La France, l'Union européenne doivent soutenir les manifestations. Ah non, je connais pas. Monsieur le ministre, inscrivons le corps des gardiens de la Révolution sur la liste des organisations terroristes. Fermons l'ambassade et renvoyons les diplomates de ce régime illégitime. Gelons les avoirs en France et en Europe des dirigeants iraniens et de leurs proches. Qualifions les exactions de ce régime pour ce qu'elles sont, des crimes contre l'humanité. À ce titre, convoquons le Conseil de sécurité de l'ONU. Monsieur le ministre, chaque jour, chaque heure compte. Aujourd'hui, quels engagements prenez-vous devant la représentation nationale ? Pour répondre, la parole très clair, est au ministre très de l'Europe précis. et des Affaires étrangères, monsieur Barrot. Très belle question. Alors, Monsieur le qu'est-ce qu'il Président, nous Mesdames répond, et Messieurs Jean-Noël ? les sénateurs, Madame la sénatrice, vous avez rappelé vous aussi le courage inouï des Iraniennes et des Iraniens qui sont prêts à prendre tous les risques au service de leur liberté, de la liberté de leurs enfants après eux. Dans ce contexte, après avoir qualifié les faits, après avoir pris de premières mesures, je parlais de la convocation de l'ambassadeur, du travail initié sur la question des sanctions, nous œuvrons le long de 4 axes d'effort. Le premier axe, vous ne pourrez y être insensible, c'est la sécurité de nos ressortissants, qui se comptent au nombre d'1 millier à peu près en Iran, avec lesquels nous prenons attache l'un après l'autre pour leur passer les consignes de sécurité, sans oublier celles de nos 2 compatriotes, Cécile Kohler et Jacques Paris, qui sont aujourd'hui en sécurité à l'ambassade de France à Téhéran. Le deuxième axe d'effort, c'est le travail qui s'ouvre sur la question des sanctions. Et je rappelle que le corps des gardiens de la Révolution est déjà sanctionné au titre de 3 régimes de sanctions européens différents. Mais je l'ai dit, de nouvelles désignations interviendront. Le troisième axe d'effort, c'est celui du soutien à la société civile iranienne. Et de ce point de vue, nous explorons un certain nombre de pistes. Et je remercie les parlementaires de l'Assemblée nationale et du Sénat qui ont formulé un certain nombre de propositions sur lesquelles nous travaillons. Et puis le quatrième axe d'effort, c'est l'anticipation. L'anticipation de toute évolution qui pourrait advenir, notamment si une intervention survenait de l'étranger qui soulève le risque d'un embrasement régional qui porterait à conséquence sur la sécurité de nos emprises et sur la sécurité de nos partenaires avec lesquels nous entretenons dans cette période un dialogue constant. Voilà, soyez assurés que sous l'autorité du Premier ministre, le gouvernement est mobilisé le long de ces 4 axes d'effort pour apporter des réponses aux attentes du peuple iranien et pour la sécurité de nos compatriotes. Des réponses, mais pas beaucoup de condamnations. La parole est à notre collègue Francis Spinner pour le groupe Les Républicains. Et on va encore parler Monsieur international. le ministre, est-ce que le gouvernement a vraiment l'intention
de créer un commissariat à l'intitulé d'ailleurs baroque de la diversité et des diasporas. Ah, mais on a Et eu cette si question c'est le tout à cas, l'heure. Quels en seraient les objectifs, la philosophie et la finalité? Ça Pour vous sent la répondre, question pour bien répondre Parole derrière. au ministre des Affaires étrangères, M. Barrot. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur, Jean-Noël a démenti tout vous à auriez l'heure. dû me passer un petit coup de fil avant cette séance. Nous avons pu Oh, il fait exactement économiser pareil qu'à cette l'Assemblée question nationale. et passer un moment agréable ensemble à la buvette. Car le projet auquel vous faites référence, auquel votre question fait référence, n'existe pas. Ni dans l'esprit du Président de la République, ni dans l'esprit du Premier ministre. Ah, mais c'est ni un dans le mien. copier-coller de l'Assemblée Pourquoi nationale. hein. Eh bien parce qu'il est contraire à la conception que nous faisons de l'action publique, qui est républicaine et universaliste et qui se tient à l'écart de tout ce qui sépare et de tout ce qui assigne. Et que par ailleurs, tel qu'il est décrit dans un article de presse dont je ne recommande pas la lecture, il porte un certain nombre Ah, c'est de là que je ça dirais, vient. de caractéristiques qui ne peuvent que nous conduire à nous en écarter. Il est d'abord incongru parce qu'il semble mettre bout à bout les Outre-mer et les diasporas. Il est ensuite superflu parce que oui, le ministère des Affaires étrangères, en lien avec le ministère de l'Intérieur, entretient des relations étroites avec nos diasporas qui sont pour nous des interlocuteurs réguliers et d'une certaine manière des ambassadeurs vis-à-vis des pays dont ils sont originaires. Et troisièmement, parce qu'un tel projet serait contraire à l'ambition du Premier ministre d'une simplification administrative qui rende à notre action publique sa lisibilité. Ah oui, donc c'est... Monsieur Spinner. Allez, vas-y, on t'observe. 1 minute 40. Monsieur le ministre, vous m'épargnez un rendez-vous avec la buvette, à la buvette. Il y a un problème de micro, c'est pas Mais moi. Vous savez, il vous appartient de démentir ce genre d'informations et de ne pas attendre d'être interpellé. Et de ne pas attendre d'être interpellé au Sénat. Cette information a couru. Elle était extraordinaire parce que si la diversité est un fait, elle ne peut pas devenir un projet politique. Or, parfois, Bah si. certaines de vos attitudes gouvernementales laissent penser que vous avez vis-à-vis du communautarisme certaines faiblesses. Et donc ça paraissait crédible. Et je me réjouis, et je ne peux qu'inviter la présidence de la République et le gouvernement, à chaque fois que sur un sujet aussi important, parce que ça touche à l'essence même de ce qu'est la République, l'égalité des citoyens devant la loi, eh bien que vous le débandiez. Alors je suis ravi que vous le fassiez dans ces circonstances, dans un style qui pourrait s'améliorer au niveau de la courtoisie, je vous le dis gentiment, et donc j'en ouais, ça, prends c'est acte gentil. et je m'en réjouis. Oh là 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 là. Mais qu'est-ce qu'ils ont en La ce moment, parole les est à élus? notre collègue Bernard Buis pour le groupe du Rassemblement des démocrates progressistes et indépendants. Les Vous avez la parole, macronistes. chers collègues. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, mes chers collègues. Au Bouches-du-Rhône, L'Iran ça. bascule. Depuis le 28 décembre dernier, Oui, ça ce peut qui a être un commencé projet, au ouais. Grand Voilà, Bazar c'est ça. de Téhéran par un cri de colère contre l'inflation est devenu un soulèvement pour la dignité. Ah, Drôme, pardon. Face à cette soif de liberté, le régime théocratique islamique de l'ayatollah Khamenei n'a qu'une réponse, la terreur. Il n'y a rien d'évident à comptabiliser le nombre de civils tués et de personnes emprisonnées dans un pays coupé du monde, sans Ah, c'était réseau. pas où autorisé le avant dans la journalisme est Constitution. persécuté. Mais à cette heure, le bilan est déjà Vas-y, effroyable. développe-nous On ça, parle de gouvernateur, milliers de j'ai envie d'en morts savoir et de plus. dizaines de milliers d'arrestations. Enfin, si tu peux. Un véritable massacre à huis clos. Monsieur le ministre, vous avez convoqué hier l'ambassadeur iranien. Au-delà de la condamnation ferme exprimée par la voix du président de la République Emmanuel Macron, que peut faire la France pour concrétiser son soutien tout en évitant l'embrasement et des opérations étrangères qui ne respecteraient pas le droit international? Quelles sanctions économiques ciblées la France pourrait-elle proposer au niveau européen afin de paralyser l'appareil de répression des gardiens de la Révolution? La protection de la communauté française en Iran est-elle assurée? Est-ce également le cas pour Cécile Kohler et Jacques Paris? À ce propos, pourquoi nos deux compatriotes sont-ils assignés en résidence à l'ambassade française malgré l'annonce de leur libération le 4 novembre dernier? Au fond, Monsieur le Je crois qu'ils ministre, sont pas complètement que fera la libérés, France justement. pour que le cri perçant C'est qu'il prend un raccourci en parlant de signifie libération. liberté ne soit pas étouffé dans le sang, Avec Cécile mais puisse Kohler et Jacques continuer Paris. de résonner en Iran. Ils ont été sortis de prison, mais je crois qu'ils ne sont pas Pour encore vous sortis répondre, d'affaires la au niveau de la parole est au justice ministre des iranienne. Affaires étrangères. Je crois que Monsieur c'est le ça le Président, problème. Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Bernard Buis, vous avez soulevé toutes les questions essentielles.
Et je vous remercie de la préoccupation. Oui, il a soulevé toutes les questions essentielles parce que c'est un membre de la majorité. Qui C'est sont pour ça qu'il sortis de soutient le prison il y a gouvernement. quelques mois, à notre grand soulagement, qui sont sous la protection de l'ambassade de France, mais qui ne sont pas encore autorisés à quitter le territoire iranien pour regagner la France. Ils sont entourés de l'équipe de l'ambassade, ils vont bien et nous restons au contact étroit de leur famille pour les informer de tout développement potentiel. Normalement, il ne devrait plus rien risquer à l'ambassade de France. Normalement. Régional, que nous avions déjà je dirais, redouté lors de la guerre des 12 jours entre Israël et l'Iran, puisque nous considérons que c'est aux Iraniens et à eux seuls qu'appartiennent leur pays et leur avenir. Et je reviens d'un mot sur la question des sanctions qui a été posée à plusieurs reprises, pour dire que le gouvernement français n'a pas découvert hier ni avant-hier les risques et les menaces que représentent l'Iran et les politiques qui sont menées par le régime contre nos intérêts de sécurité. À 3 reprises cette année, nous avons exigé et obtenu que des sanctions européennes soient prises à l'encontre de l'Iran. D'abord, vis-à-vis des responsables des programmes qui consistent à transférer par l'Iran à la Russie des drones et des missiles. Ensuite, au mois d'avril dernier, à mon initiative, des sanctions à l'encontre des magistrats iraniens responsables de la politique d'otages d'État. Et puis plus récemment, à la fin du mois de septembre, constatant que l'Iran était en violation de ses obligations au titre de son accord sur le nucléaire, nous avons redéclencher l'ensemble des embargos mondiaux des Nations Unies qui avaient été levés il y a 10 ans au moment de la conclusion de l'accord sur le nucléaire iranien. Et s'agissant plus particulièrement des gardiens de la Révolution, je le disais, ils sont d'ores et déjà visés par 3 régimes de sanctions européens et le travail est engagé pour aller plus loin. Et puis enfin, sur les autres non, t'as dépassé Jean-Noël, tu t'arrêtes. Dans lesquelles la France est appelée à s'exprimer, le Conseil de sécurité des Nations Unies, le Conseil des droits de l'homme, ils se réuniront dans les prochains jours et nous aurons l'occasion de réaffirmer nos positions. Monsieur Buy. Merci, Monsieur le Ministre. Effectivement, le peuple iranien n'attend pas de nous de la solidarité verbale. Il attend que nous frappions le régime là où ça fait mal, à savoir son portefeuille et ses moyens de surveillance. Dans les gonades. Monsieur le Ministre, la France doit prendre la tête d'une coalition de fermeté. Taper là où ça fait mal. La liberté ne se négocie pas avec les tyrans qui tirent sur leur propre peuple. Merci. La parole est à notre collègue Vanina Paoli-Gagin pour le groupe Les Indépendants, République et Territoires. Les indépendants du Sénat. Monsieur le Président, Madame la ministre de la Culture, le site de Clairvaux est emblématique. Et pas des indépendantistes, hein, c'est pas pareil. Abbaye cistercienne fondée par Saint Bernard au XIIe siècle, prison sous Napoléon, désormais vitrine coûteuse et, pardon de le dire, un peu honteuse de l'impéritie publique. En novembre 2016, mon prédécesseur, Philippe Adneau, dans ce même hémicycle, dénonçait la décision de fermeture de la centrale dans un contexte national déjà de surpopulation carcérale et après une rénovation récente du bâti. Une décision prise sans concertation préalable avec les élus locaux, peut-être un possible vestige d'un certain art du deal de l'époque. Clairvaux ne serait plus une prison, dont acte. Pour en écrire un nouveau chapitre, l'État a engagé une procédure de sélection longue et exigeante, appel à idées en 2019, puis à manifestation d'intérêt en 2022. Sur la minuscule poignée d'opérateurs privés candidats, le lauréat, filiale de Vinci Construction, retenu fin 2023, n'a finalement pas été conforté en 2024. 10 ans après sa fermeture, donc, ce qui se passe à Clairvaux renvoie une bien triste image de l'action publique. Incapable de construire l'avenir, mais à la tâche pour détruire, sans étude d'impact connue, une part du passé carcéral. Ces démolitions ont aussi un coût. Département de l'Aube, région Grand Est, collectivités sont prêts, mais la latence, côté État, repousse encore la création du groupement d'intérêt public de reconfiguration de la reconversion du site. Madame la ministre, allez-vous stopper les destructions en cours, d'autant qu'elles sont faites sans consultation des élus locaux et de l'association ARAC et peuvent de surcroît obérer de futurs projets de reconversion culturelle de ce site exceptionnel? Pour vous répondre, en quoi il est exceptionnel ce site? Au ministre de la Justice, garde des Sceaux, M. Darmanin. Merci, Monsieur le Président du Sénat. Madame la sénatrice Gérald, Clairvaux, je voudrais le dire. Tu nous as pas manqué. C'est se souvenir de Nicole Comte, infirmière, et de Guy Girardot, surveillant pénitentiaire, pris en otage puis assassiné et égorgé
le 21 septembre 1973 par les détenus Claude Buffet et Roger Bontemps. Quand nous parlons de Clairvaux, nous parlons avant tout de la meurtrissure de la République pour ses agents pénitentiaires et je veux avoir ici pour eux une pensée. C'est comme le cas également de Marc Dormont, surveillant pénitentiaire, assassiné mort par balle alors qu'il tentait d'empêcher une tentative d'évasion le 11 septembre 1992. Vous comprendrez donc, mesdames et messieurs les sénateurs, pourquoi c'est le ministre en charge de l'immobilier pénitentiaire qui vous répond, en remerciant la ministre de la Culture. En 2017, mon prédécesseur, M. Urvoas, a décidé en effet de fermer le site de Clairvaux, dans des circonstances que vous avez rappelées. Et je veux ici redire à quel point nous tenons au ministère de la Justice à ce site immense que vous avez évoqué et pour lequel l'État n'a pas été, Madame la sénatrice, sans intervention, puisque 60 millions d'euros ont déjà été investis, mais étant rendu, voilà quelques semaines, vous le savez, sur le site, on peut voir le Clos de l'Abbaye complètement refait, où des tournages de films se font d'ailleurs, y compris dans le domaine pénitentiaire. Je pense que 60 millions d'euros d'argent public, ce n'est pas rien quand c'est dépensé de la part de l'État. Mais Madame la sénatrice, il y a un désaccord entre les élus. Monsieur François Baroin, Madame Bazin, Madame Perrault, ici sénatrice de l'Aube, ne sont pas tout à fait d'accord sur les mêmes projections, sans doute, entre le ministère de la Culture et le ministère de la Justice. D'abord pour peut-être réouvrir un site pénitentiaire. Et j'ai chargé Claude Darcourt, en accord avec François Baroin, de pouvoir envoyer une mission de préfiguration pour ouvrir, pourquoi pas, la deuxième école pénitentiaire dont nous avons besoin sur le site. Le site étant immense, il peut à la fois être culturel et un lieu mémoriel, éducatif et formation pour l'école pénitentiaire. Je pense que vous en serez d'accord, que nous prendrons le temps avant de dépenser quelques centaines de millions d'euros sur ce site, en nous souvenant de ces fonctionnaires morts pour la République. Madame Paoli-Gagin. J'avoue que je suis assez surprise par le déplacement du barycentre, sachant que c'était un projet de reconversion culturelle de ce site qui est envisagé. Mais le fait, monsieur le garde des Sceaux, que ce soit vous qui me répondiez, donne la couleur et je crains que la messe ne soit dite. Mais c'est très bien que nos élus locaux soient ainsi informés par votre truchement. Merci beaucoup. Ouais, elle est salée, hein, la parole sénatrice. est à notre collègue Nathalie Delattre pour le groupe du Rassemblement démocratique et social européen. Les sociaux-démocrates. Monsieur le Président, mes chers collègues, Madame la Ministre, la crise Nathalie actuelle Delattre. n'est pas un accident. Elle met en lumière notre perte de culture de la gestion de crise et notre absence de stratégie agricole qui nous conduisent, pour la première fois depuis 50 ans, à une balance commerciale déficitaire. Nous empilons depuis trop longtemps des décisions politiques d'urgence court-termistes et de normes toujours plus complexes, sans donner de visibilité à nos agriculteurs. L'exemple du Mercosur est révélateur. Nous exigeons de nos producteurs des standards sanitaires et environnementaux élevés, tout en ouvrant notre marché à des productions qui ne respectent pas ces règles. Même incohérence dans notre gestion sanitaire. Je ne vous parlerai pas de DNC, mais de tuberculose bovine. La France se déclare indemne alors que la réalité de terrain est très différente. Faute d'une filière nationale de protéines d'engraissement non financée depuis 2 ans dans le PLF, nos broutards sont envoyés en Italie et sillonnent les routes dans des circuits absurdes pour préserver une fiction administrative. Cette même logique court-termiste met aujourd'hui en danger nos distilleries vinicoles, essentielles à l'équilibre de la viticulture et à la transition énergétique. L'ouverture à une concurrence mondiale sur les alcools pour biocarburants a entraîné un effondrement de près de 50% des cours, menaçant la survie de ces entreprises qu'il suffirait de protéger dans l'IRIC par un sous-objectif viticole. Alors, le Premier ministre a annoncé hier un projet de loi d'urgence, dont acte. Mais sans vision stratégique, l'urgence reste on ne connaît pas la insuffisante teneur. face à cette crise structurelle qui traverse tous nos territoires. On a des pistes, mais rien de bien La précis question pour est l'instant. simple. Le gouvernement est-il prêt à convoquer un Varenne, ou plutôt un conclave de l'agriculture, pour bâtir non. de façon transpartisane des stratégies Arrêtez avec vos croisées de conclaves à la filières con. garantes dans la durée de notre souveraineté alimentaire et de notre modèle économique agricole. Merci. Pour vous répondre, la parole est à la Je te vois, un gouvernateur. du gouvernement, Madame Bréjon. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice
De Lattre, pardon. Excusez-moi. Je vous prie de nouveau donc d'excuser la ministre Annie Genevard qui est toujours retenue à l'Assemblée nationale. Et vous avez raison, bien sûr. Pourquoi elle est planquée à l'Assemblée, Annie? Par des incertitudes profondes. Elle n'a même pas répondu à l'Assemblée tout à l'heure, Annie. La souveraineté alimentaire ne doit pas être un slogan. Pour autant, j'imagine votre réaction. Vous me trouvez Annie Genevard et vous la présentez devant la représentation nationale, s'il vous plaît. Ça fait 3 semaines qu'elle esquive les questions. Et vous auriez bien raison. Il doit y avoir des réponses, évidemment, aux crises, mais il doit aussi y avoir des réponses immédiates et structurelles. Vous savez, la ministre de l'Agriculture a fait inscrire dans la souveraineté alimentaire de la loi d'orientation agricole qui a été votée il y a quelques mois, l'organisation de conférences de la souveraineté alimentaire. Et ces conférences ont été lancées le mois dernier à Rungis. Elles réunissent tous les acteurs dans l'objectif de permettre aux filières de réactualiser leur plan filière à l'aune de 3 grands facteurs majeurs. L'évolution du contexte géopolitique d'une part, la demande des consommateurs d'autre part, et la prise en compte du changement climatique enfin. L'objectif des conférences est d'établir une véritable stratégie de production et de transformation agricole à horizon 10 ans, alors que, vous l'avez dit, notre balance commerciale agricole et alimentaire cette année recule fortement. L'exercice comporte une phase de déclinaison opérationnelle dans les territoires pour que chaque région et chaque filière puisse s'engager de manière éclairée sur une feuille de route de production et de transformation. Par ailleurs, quant à la stratégie sur le sanitaire que vous avez évoquée, la ministre de l'Agriculture a lancé dès son arrivée les assises du sanitaire. Et les travaux de ces assises devront être conclus avant la fin du premier semestre 2026, conformément à l'engagement du gouvernement en accordant une attention toute particulière aux épizooties émergentes. Voilà, ce n'est peut-être pas le grand Varenne qui est appelé de vos voeux dans votre question, mais ça répond, je pense, aux problématiques et aux questionnements de fond que se posent nos agriculteurs. Je vous remercie. Merci. Je vais donner la parole à notre collègue François Bonhomme pour le groupe Les Républicains. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, ma question porte sur le ZAN, le zéro artificialisation nette, et surtout sur sa mise en œuvre pratique d'un principe simple en apparence et improbable en réalité. Ils vont encore faire valoir leur projet du Sénat, là, comment ils appellent ça, Car ce principe se heurte de fait à des obstacles majeurs pour les élus locaux et les maires. La trace, oui, c'est ça. Il y a une contradiction majeure. On demande aux maires d'avoir de nouveaux projets, de nouveaux équipements et logements, d'accueillir et de renouveler la population. Toutes choses essentielles pour se projeter et assurer l'avenir de nos communes. Et dans le même temps, le ZAN comporte des modalités inapplicables en l'état. Face à cette situation de blocage, le Sénat a remis l'ouvrage sur le métier. C'est pourquoi nous avons adopté ici notre propre proposition de loi avec la loi Trace. Nous l'avons fait en mars dernier, il y a déjà 10 mois. Cette loi corrige les principaux effets bloquant le ZAN auxquels se heurtent les maires. Elle leur redonne du pouvoir de décision, des marges de manœuvre de manière opérationnelle, notamment pour les documents d'urbanisme. Or, depuis l'adoption par le Sénat de ces mesures, nous demandons qu'elles soient examinées pour être votées à l'Assemblée nationale. C'est la dernière étape pour qu'elles deviennent une réalité. Aussi, le gouvernement a été ici constamment interpellé pour lui demander qu'au-delà des propos globaux, que le gouvernement la trace, on en entend parler une fois par mois. Sénatorial lors du jour de l'Assemblée nationale. Ce texte trace a été annoncé en octobre dernier pour février et toujours rien. Alors, que n'a-t-on fait, Madame la Ministre, et surtout, qu'en est-il? Bon, Françoise Gatel va répondre. On voudrait bien, mais il y a un... 3 fois rien, ça s'appelle un budget en cours d'examen. Madame Gatel. Je vous fais la réponse courte. Monsieur le Président, merci. Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur François Bonhomme, je ne sous-estime pas la détermination des sénateurs sur un sujet comme celui que vous avez évoqué, qui est passé de ZAN à Trace. Pas plus tard qu'hier soir, vous et moi, et nous tous, avons entendu le président du Sénat appeler clairement à l'inscription à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale de ce texte. Qui s'appelle aujourd'hui Trace. Il ne vous a pas échappé non plus qu'il y a quelques sujets qui n'aboutissent pas. Je veux parler notamment du budget et qu'il est difficile de ne pas prendre les choses dans l'ordre. Il est difficile de ne pas prendre les choses dans l'ordre. Très sérieusement, avec mon collègue Mathieu Lefèvre, que je remercie, nous avons engagé un travail sur le sujet.
Il a reçu, et j'ai reçu. Vous avez des questions sur les QAG, n'hésitez pas à me les poser. Et les rapporteurs. Je suis là pour ça. Nous nous engageons avec notre collègue ministre des Relations au Parlement à inscrire ce texte à l'Assemblée. Dès que, et je ne fuis pas les responsabilités, l'horizon se sera éclairci, si je puis dire. Donc, je vous invite les uns et les autres à avoir confiance dans la parole du gouvernement et surtout, je connais et avoir confiance, ce que vous préférez, dans la détermination de votre président à ne pas faire oublier que trace est une urgence et une nécessité. Sachez que nous n'oublions pas l'exigence de frugalité foncière, mais la nécessité d'adapter cette frugalité foncière à la réalité des territoires qui est diverse et variée. Je vous remercie. Qui a envie d'avoir confiance dans le gouvernement, là, ici? Merci. Et tout de suite un nouveau sondage. Non, je rigole. Oui, Madame la Ministre, je vous ai entendu. Malheureusement, les difficultés financières et budgétaires sont récurrentes et surtout ne sont pas nouvelles. Donc je trouve que c'est un peu insuffisant. En revanche, je voulais vous dire quand même que, sans douter de vos bonnes intentions, malheureusement, nous y travaillons. La patience des élus a des limites, parce que quand même, il y a quand même un malentendu ici avec le gouvernement, même un malentendant. Oui, cette patience, ça s'appelle les élections Est-ce que le municipales. gouvernement est à ce point atteint de presbyacousie que nous lui offrions un cornet acoustique pour qu'il entende enfin les maires et qui réclament le déblocage du ZAN? C'est la question aujourd'hui qui est posée, Madame la Ministre. Eh bien... Oh, il est tout colère. La patience parole a des est à limites, mais il ne faut pas notre exagérer. collègue Corinne Narassiguin pour le groupe socialiste. Ça me passe, ça c'est une référence. Merci Monsieur le Président. Madame la ministre des Outre-mer, ce vendredi 16 janvier, le Président de la République a invité les élus calédoniens à Paris pour un point d'étape sur le texte Bougival, sans préciser ni les thématiques à aborder, ni les conclusions attendues, laissant planer un flou sur l'objectif réel de cette réunion. Le FLNKS a annoncé qu'il ne participerait pas à cette rencontre. Les loyalistes refusent toute nouvelle négociation. Les perspectives d'un accord global et durable sur l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie sont de plus en plus compromises. En octobre dernier, lors du vote du report des élections provinciales en Nouvelle-Calédonie, vous vous étiez engagé devant la représentation nationale à reprendre les discussions avec toutes les parties prenantes pour tout faire pour respecter le consensus le plus large possible. Or, cet engagement est très vite passé à la trappe lorsque vous avez déposé un projet de loi sur une consultation anticipée des Néo-Calédoniens sur l'accord de Bougival. Le gouvernement navigue à vue, imposant des textes qu'il est ensuite contraint de retirer. Nous rappelons une fois encore la nécessité de revenir à la méthode calédonienne instaurée par les accords de Matignon et de Nouméa, fondée sur un dialogue constructif, loyal, autour d'étapes consenties. Quand l'État perd en crédibilité, la Nouvelle-Calédonie renoue avec la radicalité alors qu'elle traverse déjà une situation économique et sociale difficile. Madame la ministre, entre les discussions de Deva et celles de Bougival, un chemin existe pour inscrire la Nouvelle-Calédonie sur la voie de sa pleine émancipation afin qu'elle choisisse librement un destin commun. Le gouvernement va-t-il enfin retrouver son rôle impartial et constructif ? Je suis curieux de voir la réponse. Pour répondre, la parole est à Madame la ministre. Tout à l'heure à l'Assemblée, la réponse a été explosive. Merci Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les sénateurs, Madame... Parce que c'est sensiblement la même question qui a été posée à l'Assemblée tout à l'heure. De votre question qui s'inscrit exactement dans le prolongement des discussions que nous avons eues il y a quelques semaines dans le cadre du groupe de contact. Souvenons-nous, c'est exactement la même situation. Nous nous sommes dit à l'époque, et je vous avais dit que le chemin est difficile, le chemin est complexe. C'est aussi l'histoire de la Nouvelle-Calédonie. Mais ce chemin, il existe. Alors, il est étroit. En fonction des périodes, il est plus ou moins facile, mais il existe. Et la plus grande des erreurs ou la plus grande des fautes politiques qui pourraient être commises, c'est précisément de ne rien faire et de rester immobile. Et donc, à la suite du vote partagé du Congrès de la Nouvelle-Calédonie sur le projet de loi de consultation, nous avons décidé de continuer à agir. Et le Président de la République a précisément souhaité ouvrir une séquence de dialogue, une séquence qui va permettre aux forces politiques de continuer Pour l'instant, c'est sensiblement la même chose. Continuer à espérer donner de la perspective aux Calédoniens. Il faut continuer à donner la chance à dessiner ce chemin commun pour le territoire. À partir de ce vendredi, nous réunirons donc toutes celles et ceux qui souhaitent poursuivre
la conversation sur le plan politique, sur le plan économique et social, puisque vous l'avez dit, je prendrai la suite de cette ouverture faite par le président de la République. Il y aura la mise en place d'ateliers de travail sur des thématiques que nous connaissons déjà d'ailleurs, puisque ce sont des discussions de fond qui existent depuis longtemps, mais aussi sur tous les autres sujets que les partenaires politiques voudraient voir abordés, parce que je partage comme vous la conviction qu'un chemin est possible. Donc la porte est ouverte, et elle a toujours été ouverte à tout le monde. En revanche, et l'État est clair sur ce point, il ne peut pas y avoir de droit de veto de qui que ce soit sur l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. Ça n'est pas entendable. À partir du moment où nous sommes dans la transparence, où la méthode est la même depuis le début, c'est-à-dire la confiance, c'est-à-dire la parole, c'est-à-dire la possibilité d'échanger sur tous les sujets, alors les forces politiques doivent prendre leurs responsabilités, toutes, et venir essayer de donner des perspectives aux Calédoniens. C'est ce qu'ils attendent avant tout. Nous serons donc au rendez-vous. L'État sera présent à partir de ce vendredi et pour les jours qui suivront. Donc on va forcer, quitte à laisser des gens sur le chemin. Madame la ministre, la Nouvelle-Calédonie a besoin de perspectives claires et de confiance. Vous l'avez dit, la situation financière est critique. Sans visibilité ni stabilité institutionnelle, toute refondation économique et sociale reposera sur du sable, mais aucune pression de type pétrole contre nourriture ne sera acceptable. Nous serons vigilants. Ah ouais, il y a eu ça, des pressions pétrole contre nourriture. Béatrice Gosselin pour le groupe Les Républicains. Merci, Monsieur le Les Président. Républicains à nouveau. Béatrice Gosselin, Monsieur le sénatrice ministre, de la Manche. J'associe mon collègue des Hauts-de-Seine, Jean-François Rapin, à cette question. Alors que la ratification du Mercosur par l'Europe semble malheureusement inéluctable, laissant le monde agricole français dans un profond désarroi, la Commission européenne et les États membres sont parvenus à un accord avec un fort impact pour la filière pêche et le mareyage français. En effet, une principale inquiétude avec la baisse drastique des 70% des quotas de maquereau. Non, parce que je ne suis pas dans la Manche. Alors que les pêcheurs français ont strictement respecté les quotas qui leur étaient assignés. Non, c'est juste que c'est une halieutique a été dégradée une voisine, par des pratiques quoi, de surpêche persistantes de pays tiers, notamment l'Islande, la Norvège, le Royaume-Uni et les îles Féroé. La France avait d'ailleurs réclamé des sanctions commerciales contre ces pays en les accusant de trop puiser dans la ressource sans tenir compte des avis scientifiques. Et pourtant, c'est la filière pêche qui, aujourd'hui, va devoir supporter l'essentiel de l'effort. Concrètement, les pêcheurs français vont perdre jusqu'à 70% de leur volume. Et la France ne dispose plus que de 2427 tonnes par an, c'est-à-dire le quota de la seule Normandie en 2025. Les conséquences économiques seront majeures. Bah moi, c'est pareil, mais de l'autre côté. 40% des chiffres d'affaires en moins pour tous les acteurs économiques inhérents à l'activité. Pour la filière pêche, soit, mais aussi pour la filière mareyage. Au sud de la Sarthe, pour moi, vous êtes tous les mêmes. Des compensations financières sont envisagées pour la filière pêche en 2026, Monsieur le Ministre. Mais quelles actions le gouvernement entend-il engager pour mettre en place un dispositif de soutien en faveur des filières en amont, comme le mareyage, pour faire respecter sachant que la marge de manœuvre est limitée, c'est une compétence partagée de l'Union européenne. Responsable de la dégradation et de la ressource, et pour défendre au niveau européen une position de fermeté afin de garantir une concurrence loyale. Je vous remercie. Pour vous répondre, la parole est au ministre délégué chargé de la transition écologique, Monsieur Mathieu Lefèvre. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Ah, c'est lui le ministre de l'écologie. Sénatrice, votre question me permet je l'apprends. de saluer votre engagement en faveur des pêcheurs de notre pays. Il faisait quoi avant Lefèvre? Et de redire la détermination de notre pays à les défendre au niveau européen. Catherine Chabot l'a fait avec, je crois, un certain succès à l'occasion des négociations sur les TAC et quotas, qui étaient des négociations extrêmement difficiles, notamment en étant à la tête d'une coalition avec nos alliés allemands pour essayer de peser et essayer d'éviter que le système des préférences dit de la haie, qui faisait en sorte que notamment certains pays se voyaient octroyer des quotas de façon indue depuis plusieurs années, n'ait plus bénéficié de ces quotas supplémentaires. Mais vous avez raison, Madame la sénatrice, de rappeler que la répartition du quota de maquereau reste un motif d'inquiétude puissamment légitime pour maquereau le poisson, pas le président de la République. Rappeler que ceci est dû à des comportements absolument inacceptables de la part d'États tiers qui n'ont que faire ni des avis scientifiques, ni également des règles que l'Union européenne veut bien elle-même se fixer. À tel point que la pression qui est portée sur la ressource est absolument
considérable. On a les mêmes idées, mais pas les mêmes blagues, gouverneur. Moins 70%, selon l'avis de l'autorité scientifique, ce qui fait peser évidemment une responsabilité à nos pêcheurs, alors même que ceux-ci n'ont rien demandé. Face à cela, la France n'est pas impuissante, elle agit d'abord au niveau européen pour mobiliser auprès du Conseil tous les leviers qui permettent de mettre en demeure ces États. Un prochain Conseil Agri-Mer va se tenir le 26 janvier prochain. Et puis elle agit également au niveau national pour Agri-Mer, des pêcheurs pour avoir la meilleure J'allais dire c'est où Gris-Mer, mais c'est Agri dans l'année et Mer. 2026. Catherine Chabot et Benjamin Haddad sont particulièrement à la tâche pour ce faire. En tout état de cause, nous serons extrêmement vigilants à ce que les pêcheurs français puissent continuer à être soutenus tout au long de l'année. Merci, Monsieur le Ministre. Madame Les soutiens Gosselin. financiers, oui, parce que maintenant la filière est vraiment... Elle a ninja la parole. Il y a eu le Brexit, il y a eu la fermeture du golfe de Gascogne, maintenant c'est les quotas sur d'autres produits, des espèces de poissons. Je crois vraiment que nos pêcheurs ont envie de vivre de leur métier et aimeraient bien pouvoir avoir un soutien ferme de l'État. Merci. Après, les poissons aimeraient bien vivre tout court, quoi. La parole sans finir en état d'extinction. Notre collègue Amel définitive. Gacquer pour le groupe de l'Union centriste. Parce que plus tu pêches de poissons, Monsieur le Président, moins il y a de Monsieur poissons. le Ministre, mes chers collègues, ma question porte sur la situation extrêmement préoccupante du verrier Arc France, implanté dans le Pas-de-Calais, un fleuron industriel de notre pays, de mon territoire et un des plus importants employeurs privés du département avec 3500 employés. Mercredi dernier, c'est un véritable coup de tonnerre qui a frappé l'Audomarois. Arc France a été placé en redressement judiciaire à la demande de sa direction. Derrière cette décision, ce sont des milliers de salariés et de familles qui s'inquiètent légitimement pour leur avenir. Je veux ici leur apporter tout mon soutien. Depuis des années, l'entreprise fait face à des difficultés économiques. Des effectifs divisés par 3 en 20 ans, près de 200 millions d'euros investis par le propriétaire depuis 2014 et un accompagnement financier massif des pouvoirs publics, État, région et agglomération du pays de Saint-Omer. Un soutien essentiel qui n'a néanmoins permis que de rembourser des dettes. Si la situation est aujourd'hui aussi critique, c'est parce que l'entreprise subit de plein fouet la flambée des coûts de l'énergie, la crise du pouvoir d'achat, mais surtout une concurrence internationale d'une extrême agressivité, notamment la concurrence chinoise. Face à cela, un protectionnisme européen assumé et intelligent ne peut plus être un tabou. Monsieur le ministre, mon interpellation porte sur 3 enjeux. Comment le gouvernement entend-il, aux côtés des collectivités, garantir une reprise réussie de l'entreprise afin de sauver un maximum d'emplois et accompagner les salariés qui en laissant l'entreprise se viendraient faire à liquider. perdre leur emploi? Après la fermeture de Whispaper, le redressement judiciaire d'Arc France et les terribles inondations de 2023, est-ce que l'État prévoit un contrat de réindustrialisation pour ce territoire, à l'instar de ce que nous avons réussi à faire dans le Grand Brésil béthunois après la fermeture de Bridgestone? Et enfin, face à la concurrence internationale déloyale qui fait vaciller nombre de nos entreprises françaises, quelles décisions fortes comptez-vous prendre dès aujourd'hui pour défendre enfin notre tissu industriel et ses emplois? Je vous remercie. Aucune décision. Pour vous répondre, Ils feront rien. la parole est au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, monsieur Roland Lescure. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Gacquer. D'abord, la réponse est oui, 3 fois oui à chacune de vos questions. Je vais développer ça rapidement parce que c'est une histoire évidemment extrêmement triste pour les salariés. Vous l'avez dit, plus de 3000 salariés qui sont frappés de plein fouet par cette décision. Une histoire triste pour le territoire, vous le connaissez bien. Je le connais bien aussi pour l'avoir visité à de nombreuses reprises dans le passé, qui a été frappé, vous l'avez dit, par des inondations, par des catastrophes climatiques, mais aussi par un véritable... par de véritables difficultés industrielles, économiques. Il y a une absence triste pour moi, parce que j'étais ministre de l'Industrie quand la crise en Ukraine a frappé le territoire. J'avais accompagné personnellement l'entreprise pour faire face, vous l'avez dit, au coût de l'énergie. J'avais commencé à garder les dossiers de reprise alors que j'étais en... Alors, ça n'a aucun rapport avec la guerre en Ukraine. C'est juste l'Union européenne qui s'est suicidée économiquement. Nous avions trouvé un repreneur il y a à peine plus avec d'un son an, mécanisme européen de l'électricité. Aucun rapport avec la guerre en Ukraine. Donc c'est évidemment une histoire extrêmement triste à laquelle nous devons nous atteler. J'ai demandé à mon ministre délégué chargé de l'industrie, Sébastien Martin, de se charger de ce dossier. Il l'a déjà fait en recevant, vous le savez, avec les élus locaux, un repreneur potentiel. Nous allons travailler, comme ça a toujours été le cas sur ce dossier, en étroite collaboration avec la mairie, l'intercommunalité, le département et la région,
pour trouver une solution à l'entreprise. Nous souhaitons aussi, vous l'avez dit, travailler sur le territoire. Nous l'avions fait. L'État peut le faire dans la région de Béthune, vous l'avez dit. Nous devons le faire aussi autour d'Arc pour trouver des solutions de revitalisation industrielle. Et puis, vous l'avez dit, il y a un vrai enjeu de concurrence internationale. Nous souhaitons, et nous plaidons pour ça auprès de la Commission européenne, pour que l'industrie du verre soit inclue dans ce qu'on appelle le MACF, mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, parce que la manière dont on produit du verre en France est beaucoup plus vertueuse qu'ailleurs, et notamment en Chine. Et ça doit se retrouver dans les prix à l'import, dans les tarifs à l'importation du verre importé de Chine. Donc nous travaillons sur ces 3 dimensions, l'entreprise, la recherche des repreneurs. Nous souhaitons que le plan d'affaires soit robuste et nous souhaitons évidemment accompagner une reprise potentielle avec les autorités locales, le territoire et le département, mais au-delà aussi la concurrence internationale. Merci. Bon, une nouvelle entreprise qui va sombrer. La parole est à notre collègue Valérie Boyer pour le groupe Les Républicains. Les Républicains encore. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre, en Iran, un peuple entier se soulève et la réponse du régime islamiste est sans retenue. Toujours la même, la gouvernance par la mort, balles, prison, torture, pendaison, mort. Des milliers de manifestants ont été arrêtés, des milliers exécutés, des femmes battues à mort pour avoir montré une mèche de cheveux ou soigné des blessés, des adolescents pendus pour avoir crié liberté. Ces massacres à huis clos pour étouffer la vérité, les mollahs coupent Internet, isolent le pays, plongent les villes dans le silence numérique pour tuer sans témoin. Depuis 17 jours, ce ne sont pas des émeutes économiques ni des troubles, mais des libertés qu'on assassine par des crimes contre l'humanité perpétrés par la dictature islamiste qui étouffe la grande civilisation perse depuis 47 ans. Son seul succès, c'est la répression de son peuple, la propagation des idées islamistes auprès de ses proxys, guerre hybride, communication, attentats, mouvements terroristes, ingérence, antisémitisme. Ce n'est pas une répression, c'est une terreur organisée où des femmes sont assassinées depuis des décennies pour enlever leur voile. Pendant ce temps, en France et en Europe, certains défendent le voilement des petites filles. Masha Amini est le symbole du mouvement Femmes, Vie, Liberté. Erfan Soltani, déjà, tu pourrais dire son nom correctement, Masha Amini. À 26 ans aujourd'hui, celui de cette révolte. L'histoire se répète dans le sang, toujours les mêmes bourreaux et trop souvent le même silence. Pour ces courageux Iraniens, pas de manifestation, pas de bougies, pas de boycott de concours de chant, pas de croisière. Quelle stratégie de la France vis-à-vis de l'Iran, Monsieur le Ministre? Et quelle est la stratégie de la France avec ses partenaires européens pour les Iraniens? Que fait la France pour que la demande de liberté ne soit pas en Iran une condamnation à mort? Pour vous répondre, la parole est au ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Monsieur Barrot. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice, vous avez inscrit les événements tragiques, insupportables qui se déroulent aujourd'hui. Il y a un grand signe égal pour les Républicains. Pour eux, c'est pareil. Dans une perspective historique, et vous avez raison. Parce que même si nous assistons à la répression la plus violente de l'histoire contemporaine de l'Iran, ça n'est pas la première fois que le peuple iranien se soulève. Et on se souvient en 2022 du mouvement, vous l'avez cité, Femmes, Vie et Liberté, lui aussi réprimé dans une grande violence. Et de la même manière, la posture de la France et de ses partenaires, et en particulier l'Allemagne et le Royaume-Uni, s'inscrit lui aussi dans une histoire ancienne qui vise à contenir les risques que l'Iran fait peser sur la stabilité du Moyen et du Proche-Orient, sur la sécurité d'Israël, mais aussi sur nos intérêts de sécurité. C'est pourquoi nous avons, à mesure que nous rapprochions du 10e anniversaire de l'accord sur le nucléaire iranien conclu il y a 10 ans, en 2015, nous avons engagé avec l'Iran un dialogue exigeant pour obtenir un nouveau règlement de nos différences, de nos divergences avec le régime, s'agissant particulièrement des contraintes placées sur son programme nucléaire, de ses activités de déstabilisation régionale par le soutien à ses proxys, le Hamas, les Houthis, le Hezbollah, mais aussi la cessation de son soutien direct et indirect à la guerre d'agression russe en Ukraine. C'est ça le sort de nos 2 ressortissants et la sécurité de nos ressortissants plus généralement, qui dans cette crise reste notre première priorité. Ressortissants français en Iran, je le disais, ils sont au nombre d'à peu près 1 millier, beaucoup de binationaux, sécurité de nos agents, sécurité de nos 2 otages, mais aussi sécurité de nos emprises dans la région et celle de nos partenaires par lesquels nous sommes ou avec lesquels nous sommes liés par des accords de défense. Et dans ce cadre, nous nous mobilisons pour apporter, je le disais, un soutien à la société civile iranienne, mais également pour dire les choses, qualifier les faits et appeler, comme le président de la République l'a fait, je l'ai fait à mon niveau, les autorités iraniennes à mettre fin à cette répression inhumaine, intolérable et insupportable.
Madame Boyer. Merci. Monsieur le ministre, convoquer l'ambassadeur ne suffira pas. Il faut par exemple inscrire les organisations islamistes iraniennes terroristes comme les Pasdaran parmi les organisations terroristes, et adopter une stratégie face à ce régime cruel qui a assassiné, y compris en France. La pieuvre de Téhéran a des tentacules dans toutes les démocraties occidentales. Cette pieuvre islamiste nous mène une guerre féroce depuis 1979. Consacrer notre impuissance face à cette cruauté, c'est continuer à donner des gages à l'oppresseur. Alors, soyons concrets, car l'histoire ne retiendra ni nos déclarations, ni nos prudences, ni nos silences, notamment à l'ONU ou à l'Union européenne. Elle se souviendra uniquement de ceux qui ont choisi le camp de la liberté. Et il nous faut enfin une stratégie face à ces bourreaux. Merci. La parole est à le notre bellicisme collègue des Olivier Républicains. Jacquin pour le groupe socialiste, écologiste et républicain. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, je suis agriculteur bio dans une zone intermédiaire en Lorraine et je peux vous dire que le contexte est particulièrement difficile au moment où je transmets mon exploitation à un jeune agriculteur motivé de 25 ans. Il a besoin d'encouragement et de perspectives. Mais comment lui en donner lorsque notre pays est aussi affaibli ? Nous le voyons sur le Mercosur, où vous n'êtes pas en capacité de faire respecter la voix de la France face aux autres États. Pourquoi attendez-vous que le Parlement européen saisisse la Cour de justice de l'Union pour suspendre l'application du traité alors que vous en avez le pouvoir ? Et au Mercosur, dépourvu de clauses miroirs, s'ajoute un drame sanitaire avec la DNC et maintenant une tuberculose bovine à laquelle nous ne savons véritablement répondre faute de souveraineté sanitaire et vaccinale. Le Premier ministre a annoncé il y a quelques heures une loi d'urgence. La filière des éleveurs là, qui se fait mettre à l'envers de tous les côtés. Une nouvelle fois rater sa cible. Madame la ministre, nos agriculteurs ont besoin de réponses concrètes et immédiates. Que faites-vous donc ? Pour vous répondre, la parole est à la porte-parole du gouvernement, Madame la ministre Maud Bréjon. Merci, Monsieur le Président du Sénat, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Jacquin. Je vous remercie pour votre question. J'excuse pour la troisième fois ma collègue Annie Genevard, qui est toujours retenue à l'Assemblée nationale. Mais envoyer des forces armées, elle est retenue en otage, là, Annie. Avec la DMC, un point sur le Mercosur et un point sur la loi d'exception qui a été annoncée par le Premier ministre ces derniers jours. Sur la DNC, d'abord, le virus recule. Aucun cas n'est recensé à l'heure où nous parlons. Je touche du bois, si on peut dire. L'épizootie est aujourd'hui sous contrôle. Le virus recule grâce à la vaccination. Nous nous étions engagés à vacciner 750 000 bovins dans les 10 départements du Sud-Ouest. Cet engagement a été tenu et je remercie évidemment l'ensemble des services de l'État, l'ensemble des vétérinaires qui ont été déployés et mobilisés depuis plusieurs semaines maintenant et notamment durant les vacances de Noël. Sur la question du Mercosur, la France a apporté une voix claire, constante et cohérente depuis le départ. Nous ne sommes pas opposés aux traités commerciaux par dogmatisme. Nous disons en revanche que ces traités doivent être justes et équitables. Or, le Mercosur n'est ni juste ni équitable et c'est pourquoi le président de la République, encore une fois dans une position de constance sur ces convictions que nous partageons ici, s'est opposé à l'adoption du Mercosur. Vous me parlez de la saisine de la CJUE. Cette saisine, pour qu'elle ait un caractère suspensif vis-à-vis du traité, doit être réalisée par le Parlement européen. Lorsqu'un État saisit la Cour de justice de l'Union européenne, la saisine n'emporte pas de caractère suspensif. C'est pourquoi nous disons que le Parlement européen a une responsabilité absolument majeure dans le cadre de cette saisine, de telle sorte que le Mercosur, que le processus d'adoption du Mercosur puisse être suspendu. Quant à la question de la loi, d'urgence agricole, parce que certaines simplifications relèvent effectivement de la loi, le gouvernement préparera en lien étroit avec les professionnels et en lien étroit avec les parlementaires une loi d'urgence pour répondre aux questions de l'eau, de la prédation et des moyens de production. Toutes les avancées doivent se retrouver dans les cours de ferme et ce texte sera inscrit à l'ordre du jour du Conseil des ministres au mois de mars et devrait ensuite être examiné par le Parlement avant l'été. Je vous remercie. Monsieur Jacquin. Merci Madame la Ministre pour votre réponse, mais
après l'inique et productiviste loi Duplon ou les lois Egalim qui n'ont pas amélioré les revenus des agriculteurs, vous tentez une nouvelle fois de pallier votre incapacité à répondre et anticiper les problèmes à travers une loi d'urgence qui laisse de côté les enjeux sanitaires et environnementaux. Battez-vous plutôt pour que la prochaine PAC soit plus juste, en majorant encore les premiers hectares et en favorisant la polyculture élevage avec des PSE, des mesures favorables aux petites exploitations et aux éleveurs que nous soutenons ardemment. Ceux-là même qui manifestent et seront les premières victimes du Mercosur. Je vous remercie. Ça, c'est la solidarité sénatoriale qui tient les papiers des autres. Merci. Stéphane Sauterelle. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, si la France a besoin d'un budget, celui-ci ne saurait mettre en péril la vie de nos territoires, les services publics de proximité, l'investissement public local. Bref, tout ce qui tient encore notre pays, ce qui est le bien commun de tous et l'avenir de chacun. Les collectivités territoriales ont été doublement vertueuses dans l'exécution de 2025, avec une évolution plus faible que prévu de leurs dépenses, mais aussi le plus bas taux d'évolution des 3 niveaux d'administration publique, démontrant qu'on peut leur faire confiance. Comme en 2025, le Sénat a permis, dans la discussion budgétaire pour 2026, de limiter l'effort des collectivités à 2 milliards d'euros en privilégiant des mesures d'épargne forcée, d'illico et de trésorerie, FCTVA, qui ne sont ni confiscatoires ni crantées dans la durée, en épargnant largement les communes et les départements de ces efforts. Si chacun préférerait ici ramener à zéro cet effort, tant les collectivités ne sont en rien responsables de l'envolée de la dette du pays, je crois pouvoir dire que la copie sortie du Sénat représente un équilibre juste, sur le quantum comme sur les modalités, non seulement largement voté ici, mais suscitant aussi un satisfecit des principales associations d'élus représentatives des 3 blocs de collectivités au regard du contexte. Le PLF 2026 à 5% de déficit sera un compromis largement insatisfaisant pour toutes, que j'espère vous trouverez en responsabilité dans l'intérêt de la France et des Français. Cette copie finale doit garantir ce niveau d'effort maximal de 2 milliards d'euros selon les modalités adoptées ici. C'est un message essentiel, attendu à la veille des élections municipales, pour que, par-delà les mots, vos actes montrent la réalité de vos engagements en faveur des maires et des élus locaux. C'est la demande du Sénat. Ma question est donc simple, Madame la Ministre. Vous engagez-vous à respecter cette limite supérieure de 2 milliards d'euros ? Pour vous répondre, la parole est à la ministre de l'Aménagement du Territoire et de la Décentralisation, Madame Gatel. Est-ce qu'elle va encore nous faire une Gatel? Oui, on fera plus. Sauterelle, répondre à l'affirmative tout en donnant des éléments d'explication négatifs. Plaidoyer qu'une question, mais j'ai bien noté la ils ont le droit. À la fin. Très sérieusement, le gouvernement, aucun membre du gouvernement n'a dit que les collectivités étaient responsables de la situation budgétaire de notre pays. Depuis 50 ans, notre pays n'a pas connu de budget équilibré. Nous devons ensemble, pour la France et pour les services publics, sortir effectivement d'un déficit qui ne cesse de s'accroître. Monsieur le sénateur, vous l'avez dit, et je rends hommage aux collectivités et à votre Assemblée qui ont dit « nous sommes responsables et nous contribuerons au redressement de la France ». Vous savez qu'il y a 2 assemblées et que ce budget devra être issu d'un dialogue, et je salue le travail conséquent qu'a fait Amélie de Montchalin. D'ailleurs, je vous annonce que l'État peut tenir sa parole, puisque le DILICO 1 va faire l'objet d'un premier remboursement au plus tard fin avril prochain, et que l'État tiendra sa promesse. Je vous le dis très clairement, monsieur le sénateur, ma conviction... ma détermination, c'est que la contribution des collectivités doit être fixée à 2 milliards. Alors quand je dis environ 2 milliards, ça fait 2 milliards un peu plus, c'est ainsi, mais 2 milliards. Je rappelle toutefois, monsieur le sénateur, que le montant de transfert de l'État vers les collectivités, 2 milliards, 154 milliards d'euros, que vous avez ici et que nous garderons, pris en compte l'impact du statut de l'élu sur les collectivités, en prenant une partie au titre de la DPEL, que nous avons maintenu tous les programmes Action Cœur de Ville, Petite Ville de demain, Chef de projet pour territoire d'industrie, ZRR et FRR. Monsieur le sénateur, je vous le dis en conscience et en volonté, je souhaite que ce chiffre soit celui auquel nous arrivons, et j'espère que l'Assemblée cet après-midi
entendra aussi la voix de la raison, car si nous ne donnons pas un budget à la France, je pense que nous aurons manqué à notre devoir. Ce budget sera le budget de personne. Françoise, on c'est un conclut. budget pour la France, nous en avons besoin. Tu dis rien en Toutes plus, les questions là. qui ont été posées le Conclure, montrent et là. le prouvent. Vous avez beaucoup de liberté quand il s'agit de collectivité. Monsieur Sautarel. Merde, Merci Madame la Ministre. Ouais. J'entends votre conviction. 14 secondes, votre volonté, normalement. Mais ce que je voudrais, c'est un engagement. Certes, il y a un débat parlementaire, mais on sait tous aujourd'hui que le gouvernement va devoir, à un moment, imposer, comme on dit, certaines lignes rouges. Et ce que nous vous demandons, ce que nous demandons au gouvernement, ce que le Sénat demande au gouvernement, c'est que parmi ces lignes rouges, les 2 milliards de charges d'efforts des collectivités soient sanctuarisés. Je vous remercie. La parole est maintenant notre collègue Marie-Claire Carrère-Gé pour le groupe Les Républicains. Et ce sera notre dernière question aujourd'hui. Madame la ministre, une situation chaotique règne autour du supposé blocage des tarifs des mutuelles pour 2026. Le député Jérôme Guedj, à l'origine de la disposition de la LFSS qui le prévoit, en fait aujourd'hui la promotion en indiquant aux Français que toute augmentation de cotisation serait illégale et cyniquement, il les incite même à attaquer leur mutuelle en justice. Or, on le sait, cette disposition est manifestement inconstitutionnelle. Elle méconnaît la liberté contractuelle et foule aux pieds la démocratie mutualiste. Ah, carrément. Et elle est contraire aux règles prudentielles. J'avais été étonnée de constater que le gouvernement s'était mollement opposé à l'adoption de ce texte, mais bon, ce qui est fait est fait. Que comptez-vous faire, Madame la Ministre, pour enfin maintenant dire la vérité aux Français et protéger les complémentaires santé ? Par ailleurs, lorsque le Sénat a proposé de créer un contrat complémentaire socle couvrant des besoins essentiels de santé pour protéger le pouvoir d'achat, la ministre de la Santé nous avait dit qu'elle préférait plutôt d'abord confier une mission à des experts qui, je crois, n'ont toujours pas été missionnés. Surtout, c'est une mission inutile puisque tout le travail a déjà été fait avec notre rapport au Sénat, les rapports du HCAM et les propositions que les mutuelles et les assureurs, d'ailleurs, vous ont fait depuis des mois. Le moment est moins à la réflexion qu'aux discussions avec les complémentaires, la sécurité sociale, les partenaires sociaux, les associations de patients et évidemment les professionnels et établissements de santé pour aboutir à une discussion qui pourrait d'ailleurs intégrer des experts, mais ça éviterait de perdre du temps. Quel est, Madame la Ministre, le calendrier de réforme que vous comptez proposer aux Français dans l'intérêt de leur bonne couverture de santé et de leur pouvoir d'achat ? Je vous remercie. Bon, elle est partie un peu dans tous les sens. Hein. Il y a deux questions principales, mais elle s'est un peu perdue dans tous les sens. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la Ministre Carrère-Gé, vous interrogez la Ministre Rist, que je vous prie d'excuser pour son absence et que je représente. Elle m'a chargée de vous apporter. Elle aussi, elle est prise en otage par l'Assemblée nationale. À votre question, effectivement, sur le gel des tarifs des organismes complémentaires, une disposition qui a été prévue dans le cadre du PLFSS pour 2026, souhaitée d'abord initialement par le gouvernement, donc d'une contribution des organismes complémentaires exceptionnelle à hauteur d'1 milliard d'euros. Ce que tient à rappeler la ministre, c'est que cette contribution était totalement justifiée au regard de la hausse des tarifs passés en 2025 par les organismes. Vous en sortez, vous, avec vos mutuelles ? Alors que les transferts envisagés n'ont pas été matérialisés. Et donc, pour cette raison, une taxe exceptionnelle a été envisagée, annoncée et proposée en PLFSS 2026 et votée. Il y a donc... J'ai plus de mutuelle depuis le 1er janvier. Au regard de ce qui s'est passé en 2025. C'est un choix volontaire ou c'est subi ? Une hausse de tarifs éventuelle qui serait totalement contestable compte tenu de ces événements. C'est pourquoi le gouvernement soutient cette démarche et le Parlement a souhaité lui-même garantir qu'il n'y ait pas de hausse de tarifs en 2026. Cette disposition, elle est bien prévue dans la loi de financement de sécurité sociale et le Conseil constitutionnel n'a pas retoqué d'une certaine manière cette disposition, ce qui peut laisser présumer qu'elle est effectivement constitutionnelle et qu'elle pourra bien s'appliquer. En parallèle, la ministre a lancé une concertation avec les complémentaires. Cette concertation a été démarrée. La ministre a invité les fédérations de complémentaires et la CNAM et l'UNOCAM au lancement de ces concertations le 30 janvier qui se tiendront avec la ministre Amélie de Montchalin.
Et vous avez aussi évoqué d'accord. la mission, effectivement, puisque Charline l'objectif, c'est bien de Charlotte, s'interroger pardon. sur notre modèle de protection sociale, C'est fini, sur hein. l'équilibre entre le système de protection sociale côté T'es pas première ministre, maladie Charlotte. Hein. obligatoire et l'articulation avec l'assurance maladie complémentaire. Peut-être un jour, mais pas Il aujourd'hui. y a donc bien une mission qui est confiée pensez à à conclure. 4 personnalités, par Roland Lescure et Amélie de Montchalin. C'était il y a 30 Cette secondes qu'il mission fallait est penser à lancée, conclure. Madame la ministre, et amènera prochainement ses conclusions. Pardon, excusez-moi, je Madame m'emporte. Carrère-Gé. Je peux vous dire, hein, quand je serai président du Sénat, ça va tourner. Hein. Ce ne sont pas vos sujets, mais enfin, sur le Conseil constitutionnel, le paragraphe 103 de la décision du Conseil constitutionnel dit que le Conseil constitutionnel ne se pas prononcer sur la constitutionnalité des autres dispositions que celles qu'il a explicitement visées. Donc, franchement, c'est les réponses qu'on vous fait lire, Madame la Ministre. Mais pareil, là, on désolée, s'arrête. ces dispositions sont contraires à la liberté contractuelle. Les tarifs 26 des mutuelles et des complémentaires ont été fixés en décembre avant la promulgation. Tout ça n'a pas de sens. Quant à la mission, elle avait été promise en novembre. Les personnalités n'ont pas été nommées. Il faut voir plus large. Je suis désolée. Merci. Merci, mesdames et messieurs les ministres. Je vais suspendre la séance. Elle sera reprise à 16h30 pour l'examen de la proposition de loi visant à améliorer les moyens d'action de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués et à faciliter l'exercice des missions d'experts judiciaires. La séance est suspendue. Voilà, c'est la fin de cette séance de questions d'actualité au gouvernement côté Sénat, qui aura beaucoup été marquée par la situation de la mobilisation en Iran, puisque comme d'habitude, c'est la seule journée prévue pour le Sénat pour les questions d'actualité. L'Assemblée nationale a déjà pu s'enjailler là-dessus, si je puis dire, hier. Voilà, c'était pas la pire comparée à la semaine dernière. Je sais pas. On a eu des questions gratinées. On a encore eu, mais c'est le principe du Sénat, hein, des questions très techniques sur les collectivités locales et tout. Et on sent vraiment qu'il y a des enjeux qui vont cristalliser, qu'il y a certains sénateurs qui sont en train de préparer leur réélection et que donc ils essayent de se mettre les élus grands électeurs dans leur poche, hein, concrètement, même s'ils ne sont pas encore élus, ça commence à s'agiter un petit peu et on comprend les différents les différents motifs de mobilisation. Voilà. On s'était quand même emmerdé quand même. Ah oui, la semaine dernière, oui, effectivement. Là voilà, on a eu des questions. Moi, j'ai beaucoup été touché sur les questions, justement, comme je vous disais, de la situation internationale en Iran, hein, tant du côté de l'Assemblée nationale que du Sénat. Voilà, parce que la situation là-bas est absolument dramatique et l'issue, je ne vois pas comment elle peut s'améliorer pour l'instant. En tout cas, j'espère que pour le peuple iranien, il pourra en sortir par le haut et pas par la répression comme c'est actuellement en train de le faire. Mais ça, c'est une réponse qui s'écrit au futur et qu'on pourra suivre, du coup, j'en ai bien peur, mais voilà, dans les prochaines semaines, je pense. Voilà, YouTube, on en termine donc avec cette VOD. Merci de l'avoir suivi. Si elle t'a plu, n'hésite pas à liker, à commenter et à t'abonner. Ça permettra de mettre en avant mon contenu sur YouTube et pour que d'autres personnes découvrent à leur tour ce format. Voilà, c'est un peu ton super pouvoir de faire découvrir à d'autres mon contenu. En attendant, on se retrouve du coup la semaine prochaine pour les prochaines sessions de questions d'actualité au gouvernement. D'ici là, porte-toi bien, amuse-toi bien et ciao tout le monde.